Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité était faux, ou pire, caché volontairement? Et si le berceau de notre espèce ne se trouvait pas en Mésopotamie, en Asie ou en Europe, mais bien sur cette terre ancienne, chaude, rouge et fière, l'Afrique? Bienvenue sur Essence des mystères, là où chaque vérité oubliée retrouve sa voix. Aujourd'hui, nous plongeons dans une énigme aussi ancienne que l'humanité elle-même, une vérité si profonde, si bouleversante, qu'elle a été minimisée, travestie, voire effacée des récits officiels. L'Afrique, le véritable berceau de l'homme. Ce que vous allez découvrir dans ce récit dépasse la science, la géographie ou l'histoire. Nous allons explorer les gisements interdits, les crânes oubliés, les civilisations éclipsées. Nous allons briser les chaînes d'un mensonge universellement accepté, pas pour provoquer, mais pour révéler. Car la vérité n'est pas toujours celle qu'on enseigne, surtout lorsqu'elle dérange. Alors, si ce genre de vérité vous parle, si vous ressentez que quelque chose ne colle pas dans l'histoire officielle, si vous aimez déterrer ce que d'autres préfèrent enterrer, abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères. Likez cette vidéo pour ne rien rater des prochains récits et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ici, peu oseraient le dire ailleurs. Il existe des vérités si puissantes qu'elles font trembler les fondations des récits dominants. Des vérités si vastes, si anciennes, qu'on les enterre sous les décombres de l'oubli, espérant qu'elles ne refassent jamais surface. L'idée que l'Afrique soit le berceau incontesté de l'humanité est l'une d'elles. Non pas parce qu'elle est contestée par la science, au contraire, elle est soutenue par des décennies de découvertes paléontologiques. Ce qui dérange, c'est ce que cette vérité implique. Car si l'homme moderne vient d'Afrique, alors toute l'histoire humaine doit être réécrite à partir de ce point d'origine. Et ce n'est pas un petit ajustement, c'est un bouleversement total de l'architecture culturelle, religieuse, philosophique et même politique de notre monde. Mais pour comprendre pourquoi cette vérité dérange tant, il faut d'abord retourner là où tout a commencé. Dans la vallée d'Olduvai, en Tanzanie, un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais qui résonne comme une porte oubliée du temps pour ceux qui osent regarder les origines de notre espèce en face. La vallée d'Olduvai est une gorge profonde, située dans le nord de la Tanzanie. À première vue, ce n'est qu'un vaste paysage rocailleux, sec et aride. Pourtant, ce lieu abrite l'un des sites archéologiques les plus anciens et les plus importants au monde. Ici, les couches géologiques racontent une histoire qui s'étale sur près de 2 millions d'années. C'est dans cette vallée que les paléontologues Louis et Mary Leakey, dans les années 1930 à 1960, ont mis au jour les premiers restes d'hominidés datés de plus d'1,8 million d'années. Ils ont découvert les fossiles d'Homo habilis, un des premiers représentants du genre Homo, précurseur de l'Homo erectus, et donc de l'Homo sapiens. Ces restes accompagnés d'outils de pierre taillée, les fameux outils olduvaiens, témoignent d'une intelligence émergente, d'une capacité à façonner le monde. Mais ce n'était que le début. Quelques années plus tard, non loin de là, à Laetoli, Mary Leakey découvre les fameuses empreintes de pas fossilisées, vieilles de 3,6 millions d'années, laissées dans la cendre volcanique par des hominidés bipèdes, probablement Australopithecus afarensis. Ces empreintes, alignées comme une marche silencieuse à travers les âges, sont peut-être la preuve la plus poignante que les premiers êtres à marcher debout sur deux jambes n'étaient ni européens ni asiatiques, mais africains. Il serait facile de reléguer cela à un simple épisode préhistorique. Mais ce que les découvertes génétiques ont montré depuis les années 1980 a bouleversé à jamais notre compréhension. Tous les êtres humains vivants aujourd'hui ont un ancêtre commun africain. L'étude de l'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, a permis d'identifier une Ève mitochondriale, une femme africaine ayant vécu il y a environ 150 000 à 200 000 ans. Elle n'est pas la seule femme de son époque, mais elle est celle dont la lignée a survécu jusqu'à aujourd'hui chez tous les humains modernes. Son empreinte génétique est présente dans chaque cellule humaine, et ce n'est pas tout. L'ADN nucléaire et les chromosomes Y ont également permis de retracer un Adam chromosomique, lui aussi africain. Bien que Adam et Ève n'aient pas forcément vécu ensemble ou au même moment,
Leur lignée montre une origine indiscutablement africaine de l'humanité moderne. Pourquoi alors ce fait scientifique éprouvé est-il encore si peu intégré dans notre imaginaire collectif? Pourquoi continue-t-on à penser l'Afrique comme un continent tardif, pauvre, déconnecté de la marche du monde, alors qu'il est le point de départ de notre histoire à tous? Et si cette résistance à reconnaître l'Afrique comme notre point d'origine n'était pas innocente? Car en acceptant cela, il faut aussi accepter que les premières formes de société, d'art, de spiritualité et de langage aient pu émerger sur ce continent. Or, cela contredit une construction très enracinée dans l'histoire occidentale, selon laquelle la civilisation aurait commencé avec la Grèce, ou à la limite avec l'Égypte, qu'on cherche encore trop souvent à détacher culturellement du reste du continent africain. Pourtant, bien avant Athènes, bien avant Rome, des civilisations africaines florissantes existaient. Des peintures rupestres du Tassili Niger, dans le désert du Sahara, vieilles de 10 000 ans, montrent des scènes de chasse, de danse, de spiritualité, de rituels. Des villes comme Nok, Djenné-Djenno ou Kerma en Nubie précèdent bien des empires fondateurs. Il devient alors clair que reconnaître l'Afrique comme origine de l'humanité, ce n'est pas simplement une question de fossiles. C'est réhabiliter toute une mémoire, celle d'un continent qui ne fut pas seulement le premier, mais aussi le pionnier. C'est là que le récit devient encore plus dérangeant. Car cette vérité dérange non seulement les schémas historiques classiques, mais aussi les récits religieux dominants. Dans la Genèse, Adam et Ève ne sont jamais situés explicitement en Afrique. Les jardins d'Éden sont souvent localisés au Moyen-Orient, entre le Tigre et l'Euphrate. Pourtant, si l'on suit les données paléogénétiques, l'Éden symbolique serait bien africain. Cette contradiction met en tension la foi, les traditions et la science. Pour certains, cela invalide les récits bibliques. Pour d'autres, cela pousse à une réinterprétation plus profonde, symbolique, non littérale. Mais dans tous les cas, cela dérange. Ce que ces découvertes soulèvent, c'est une collision entre le mythe et la mémoire, entre le symbolisme religieux et la preuve empirique. Et cela exige de nous une certaine maturité pour affronter les faits, sans peur, sans rejet, sans manipulation. Pourquoi alors cette information est-elle encore si peu médiatisée? Pourquoi n'enseigne-t-on pas à l'école, dès le plus jeune âge, que nous sommes tous, sans exception, les enfants de l'Afrique? Le silence autour de cette vérité ne résulte pas seulement de l'ignorance, mais d'une volonté de préserver un certain ordre du monde. Pendant des siècles, les puissances coloniales ont bâti leur légitimité sur l'idée d'une supériorité raciale, culturelle, technologique. Accepter que leurs lointains ancêtres soient des Africains noirs bouleverse cette hiérarchie. Cela remet en cause non seulement la domination passée, mais aussi l'inconscient collectif qui en découle. Même dans les musées d'histoire naturelle ou les manuels scolaires, l'Afrique n'est que rarement présentée comme l'origine centrale. Le mot Afrique est souvent absent des premières pages du récit humain. Et pourtant, l'Afrique continue de parler, de murmurer, de se transmettre dans chacun de nous, dans nos gènes, dans notre structure osseuse, dans la diversité de notre peau, qui s'est adaptée selon les climats au fil de l'évolution. Même dans certaines de nos langues, les cliquetis caractéristiques des langues khoisan que l'on retrouve dans le sud de l'Afrique sont parmi les formes de langage les plus anciennes connues. Chaque être humain porte en lui un héritage africain, même s'il n'en est pas conscient. Il existe un proverbe africain qui dit « Lorsque les anciens meurent, c'est une bibliothèque qui brûle ». Ce proverbe, lourd de sens, prend une résonance particulière lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique précoloniale. Car dans cette terre originelle, la transmission n'était pas toujours écrite. Elle était orale, sacrée, incarnée. Mais les pierres, elles, ont vu. Les dunes ont gardé les empreintes. Et dans les sédiments du continent sommeillent encore des secrets qui défient l'histoire officielle. Depuis des siècles, l'histoire dominante nous a appris à penser l'Afrique comme sans histoire, sans écriture, sans technologie, comme une terre vierge attendant d'être civilisée. Mais en réalité, de grandes civilisations africaines ont existé, longtemps avant que Rome ou Athènes ne voient le jour, et certaines ont développé des systèmes d'écriture, de mathématiques, d'astronomie et de médecine qui laissent encore les chercheurs perplexes aujourd'hui.
Et pourtant, elles sont absentes des manuels scolaires, invisibles dans la mémoire collective, effacées. Mais que cache vraiment cet oubli? Longtemps relégué aux marges de l'égyptologie classique, le royaume de Kouch, situé au sud de l'Égypte, dans l'actuel Soudan, fut en réalité un empire puissant et sophistiqué, qui domina même l'Égypte à plusieurs reprises. Oui, des pharaons noirs ont régné sur la terre du Nil sous la 20e dynastie et ont laissé derrière eux des pyramides, des temples et des savoirs aujourd'hui largement ignorés. Leur capitale, Méroé, abritait des forges, des bibliothèques, des temples aux étoiles. On y pratiquait l'astronomie, on y observait les astres, et la spiritualité y mêlait le ciel et la terre dans une compréhension sacrée du cosmos. Pourquoi ne nous parle-t-on jamais de ces souverains noirs? Pourquoi leur mémoire est-elle si peu valorisée? Parce que leur existence dérange. Elle contredit l'image d'une Afrique passive, sans organisation politique, sans ambition culturelle. Elle révèle que le savoir ne venait pas du nord vers le sud, mais peut-être bien l'inverse. Dans le delta intérieur du Niger, une cité ancienne repose sous la poussière du temps, Djenné-Djenno, qui a prospéré dès 250 avant notre ère, bien avant l'expansion islamique. Là, des archéologues ont retrouvé des objets en fer, en cuivre, en céramique d'une qualité exceptionnelle. On y voit des figurines au visage stylisé, évoquant des cultes, des pratiques rituelles, des rites de passage. Il y avait des quartiers organisés, des infrastructures hydrauliques rudimentaires et une vie communautaire riche. Cette cité précoloniale, totalement africaine, fonctionnait sans mur d'enceinte, laissant penser à une société profondément pacifique et structurée autour de la spiritualité et du commerce. Mais combien d'entre nous en ont entendu parler? Pourquoi ce silence autour de cette ville-mère? Au cœur de l'Afrique australe, dans les savanes du Zimbabwe, s'élèvent les ruines majestueuses de Great Zimbabwe, une cité construite sans mortier, avec une précision géométrique étonnante. Les blocs de granit taillés et empilés forment des tours circulaires et des enceintes de plus de 10 mètres de haut, défiant l'usure du temps. Des artefacts d'or, des porcelaines chinoises et des objets arabes retrouvés sur place témoignent d'un vaste réseau commercial transcontinental, bien établi bien avant la colonisation. Mais pendant longtemps, des archéologues européens ont refusé de croire que ces structures avaient pu être conçues par des Africains. Certains ont même inventé des théories délirantes, parlant de Phéniciens ou de survivants d'Atlantide, simplement pour éviter de reconnaître que des Africains noirs avaient bâti cette civilisation grandiose. Avant Hippocrate, avant Galien, avant Avicenne, des systèmes de santé sophistiqués existaient en Afrique. Des manuscrits retrouvés à Tombouctou, par exemple, décrivent des traitements pour des dizaines de maladies, des herboristeries précises, des chirurgies rudimentaires et même des pratiques de désinfection. À Madagascar, des pratiques de chirurgie crânienne, trépanation ont été documentées, parfois avec des taux de survie étonnants. En Afrique centrale, les savoirs médicinaux étaient transmis de génération en génération. Plantes antiparasitaires, décoctions anti-inflammatoires, remèdes contraceptifs, traitements psychiatriques rituels. Ce n'était pas de la sorcellerie, comme l'ont prétendu les colons. C'était de la science. La tribu Dogon, au Mali, détient depuis des siècles une connaissance astronomique d'une précision stupéfiante, notamment sur l'étoile Sirius, bien avant que les télescopes modernes ne confirment leur dire. Les Dogons savaient que Sirius avait une étoile compagne invisible à l'œil nu, Sirius B, avec une orbite elliptique de 50 ans. Comment ont-ils acquis cette connaissance? Par l'observation? Par une transmission ancienne? Ou par autre chose plus mystique, plus perturbant? Ils affirment que ce savoir leur vient des Nomos, des êtres venus de l'étoile Sirius, descendus sur Terre dans une embarcation céleste. Mythe, allégorie ou souvenir lointain d'un contact oublié? En Afrique du Sud, sur le site de Nabta Playa, des archéologues ont découvert un cercle de pierres aligné avec les solstices, vieux de plus de 7000 ans, soit plus ancien que Stonehenge. Ce site semble avoir été utilisé pour l'observation du ciel et des cycles lunaires, avec une précision presque scientifique. Encore une fois, une société primitive se révèle être maîtresse du temps et du cosmos. Tombouctou, un nom qui évoque l'exil, le mystère, le désert. Et pourtant, cette ville fut,
au XIIIe siècle, l'un des plus grands centres intellectuels du monde. Les bibliothèques de Tombouctou contenaient des centaines de milliers de manuscrits traitant d'astronomie, de philosophie, de droit, de mathématiques, de poésie. Des traités d'algèbre y ont été rédigés bien avant Descartes. Des discussions philosophiques comparaient les théories grecques, arabes et africaines. Ces manuscrits, aujourd'hui encore menacés par la guerre et le pillage, sont une bombe à retardement culturel. Ils contredisent l'idée d'un âge sombre africain et prouvent que le continent noir produisait de la pensée, de la science, de la métaphysique. Il serait naïf de penser que cet oubli est accidentel. Lorsque les colons sont arrivés, ils n'ont pas seulement pillé les ressources, ils ont détruit les systèmes éducatifs, brûlé les manuscrits, ridiculisé les spiritualités, interdit les langues locales et implanté l'idée que tout ce qui n'était pas européen était barbare. Le savoir africain a été effacé méthodiquement. Les royaumes sont devenus des légendes, les rois des sauvages, les prêtres des sorciers, les savants des oubliés. Même aujourd'hui, ceux qui tentent de réhabiliter ce passé se heurtent à une résistance féroce, car l'histoire de l'Afrique ne dérange pas que par ce qu'elle dit, mais surtout parce qu'elle oblige à revoir. Pourquoi est-ce si important de parler de ces civilisations? Pourquoi remuer le passé? Parce que l'avenir d'un peuple dépend de sa mémoire. Si l'on convainc une population qu'elle vient du néant, elle n'osera jamais construire un avenir. Si on lui enlève ses racines, elle devient un arbre fragile à la merci de tous les vents. Réhabiliter le passé africain, c'est redonner à l'humanité une partie de sa propre histoire. Ce n'est pas un privilège africain, c'est un droit universel. Et si ce n'était pas le passé africain qui posait problème, mais son pouvoir dans le présent? Car au fond, si les preuves de l'origine africaine de l'humanité abondent, si les civilisations africaines florissantes sont bien documentées, pourquoi tant de silence? Pourquoi tant d'efforts pour maintenir l'Afrique à la périphérie du récit mondial? La réponse est simple. La mémoire est une force. Se souvenir, c'est se reconnecter. C'est puiser dans une matrice collective. C'est affirmer une légitimité. Et dans un monde construit sur des hiérarchies raciales, économiques, culturelles, l'idée que le commencement vienne d'Afrique bouleverse l'ordre établi. L'Afrique ne dérange pas parce qu'elle est pauvre. Elle dérange parce qu'en se réveillant, elle peut changer le monde. Derrière l'effacement des civilisations africaines se cache une vérité plus mystique encore. Le savoir ancien africain allait au-delà du matériel. Il touchait à l'âme, au cycle cosmique, à la puissance vibratoire des mots, à l'énergie des couleurs, des éléments, des ancêtres. Dans plusieurs civilisations africaines, le mot crée. Il ne décrit pas, il agit. C'est le principe de la parole performative, encore vivante dans certaines traditions, comme chez les griots mandingues ou les prêtres yoruba. Cette parole sacrée, qu'on retrouve dans les invocations, les chants, les récitations rituelles, serait selon certains chercheurs une forme de langage vibratoire. Comme si les anciens connaissaient la capacité du son à affecter la matière. Une notion aujourd'hui explorée dans la cymatique ou la physique des ondes. Et si cette connaissance était ancestrale et universelle, mais conservée plus intacte en Afrique que partout ailleurs? Les anciens systèmes éducatifs africains n'étaient pas scolaires, ils étaient initiatiques. On ne transmettait pas juste des informations, mais un changement d'état de conscience. Chaque étape de la vie, naissance, puberté, âge adulte, mort, faisait l'objet de rites de passage qui préparaient l'individu à comprendre sa place dans l'univers. Les sociétés initiatiques comme les Dogon, les Bambara, les Fang, les Bassa ou les sociétés Ogboni détenaient des savoirs sur la géométrie sacrée, les cycles lunaires et solaires, les correspondances entre les plantes, les couleurs et les organes, les champs énergétiques du corps humain, les archétypes spirituels transmis par les masques et danses. Ce savoir, invisible dans les livres, vivait dans les corps, les gestes, les rythmes. Aujourd'hui, nombre de ces rituels sont moqués, diabolisés, assimilés à de la sorcellerie. Mais ceux qui les pratiquent savent que ces rites sont les dernières passerelles entre l'homme et les forces invisibles du cosmos. Il est plus facile de dominer un peuple qui a oublié qui il est. Pendant la colonisation, l'un des premiers actes des autorités fut d'attaquer les temples, de brûler les masques, d'interdire les langues.
Les écoles missionnaires ont remplacé les sanctuaires. Les maîtres spirituels ont été persécutés, forcés de se cacher ou de disparaître. Pourquoi une telle violence contre ce qui semblait primitif ou superstitieux? Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'un folklore. Ces traditions contenaient des clés de pouvoir, une science énergétique du vivant, une connaissance du corps, du climat, de la mémoire, une vision du monde non marchande, non industrielle, mais profondément connectée. Ce n'était pas du folklore, c'était une menace. Reconnaître l'Afrique comme origine, comme matrice, comme source, impliquerait un renversement complet de la narration globale. Cela impliquerait que la suprématie occidentale n'est qu'un épisode tardif de l'histoire humaine, que l'intelligence, la philosophie, la science ne sont pas nées en Grèce, mais bien plus tôt et ailleurs, que les Africains ne sont pas les derniers, mais les premiers. Cela signifierait aussi que les traumatismes subis par l'Afrique, esclavage, colonisation, pillage, ne l'ont pas atteinte à un moment sauvage, mais à un moment où elle avait déjà tout bâti. C'est ce paradoxe qui dérange, la grandeur bafouée, le génie piétiné, et le fait que malgré tout, l'Afrique n'a pas disparu. Elle est encore là, elle danse encore, elle murmure encore. Il se passe aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Depuis quelques décennies, on assiste à un retour progressif de la mémoire africaine. Les manuscrits de Tombouctou sont restaurés en secret. Des écoles traditionnelles d'initiation rouvrent discrètement en Afrique de l'Ouest. Les jeunes générations afrodescendantes redécouvrent leur histoire, leurs dieux, leurs symboles. Les musées sont contraints de restituer les objets volés. Des chercheurs africains et afrodescendants créent leur propre narration, décolonisée. Ce mouvement n'est pas idéologique, il est ontologique. Il ne s'agit pas de revanche, mais de réintégration. L'Afrique ne cherche pas à effacer les autres récits, elle veut simplement reprendre sa place. Et si la survie de l'humanité dépendait d'une sagesse ancienne, d'un équilibre que les sociétés modernes ont rompu, l'Afrique traditionnelle enseignait que l'homme fait partie de la nature, pas au-dessus. Le visible et l'invisible coexistent, et il faut les honorer ensemble. L'économie ne peut fonctionner sans spiritualité. La parole doit être porteuse de vérité, sinon elle est poison. La vieillesse est un sommet, pas un déclin. Cette vision du monde, profondément holistique, n'est pas du passé. Elle est notre avenir possible. Il ne s'agit pas ici de romantiser l'Afrique. Ce continent, comme tous les autres, a connu des conflits, des injustices, des erreurs. Mais il est temps d'arrêter de la réduire à ses blessures. Il est temps de voir sa lumière, sa profondeur, sa contribution immense à l'histoire humaine. L'Afrique est le point de départ de l'humanité. Elle pourrait bien en être le salut. Et voilà, chers explorateurs de la vérité, nous arrivons à la fin de ce long voyage à travers le temps, la mémoire et les racines de notre humanité. Si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous résonne avec cette histoire, quelque chose qui ne se contente pas des récits tout faits, quelque chose qui cherche, questionne, ressent. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dans un monde qui va trop vite, vous avez pris le temps d'écouter un récit profond, dérangeant peut-être, mais nécessaire. C'est déjà un acte de courage, un acte de conscience. Merci pour votre attention, merci pour votre curiosité, merci pour votre ouverture d'esprit, votre présence, vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout cela permet à cette mémoire de vivre à nouveau. Chaque clic, chaque réaction, c'est une étincelle de lumière contre l'oubli. Si ce récit vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous devenez à votre tour un passeur de mémoire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à des gens comme vous, la vérité ne dérangera plus, elle inspirera. À très bientôt sur la chaîne Essence des Mystères pour d'autres révélations, d'autres histoires que l'on ne vous racontera nulle part ailleurs. Restez curieux, restez éveillés, et surtout, souvenez-vous,